on va pouvoir commencer. Bonsoir à chacune et chacun. Merci pour votre présence en nombre. Tout d'abord, bienvenue au nom du Centre AVEC et du Forum Saint-Michel. Alors, en quelques mots, parce qu'on a déjà eu l'occasion de nous présenter à la première conférence, mais donc le Centre AVEC, c'est un centre d'analyse sociale fondé par des jésuites à Bruxelles et reconnu comme association d'éducation permanente. Et le Forum Saint-Michel qui nous reçoit ici est un lieu de formation qui a succédé à l'Institut d'études théologiques il y a quelques années, donc qui organise des formations sur des questions théologiques, mais aussi sociales, sociétales, culturelles. Ici, on est à notre deuxième soirée d'un cycle de 4 soirées que nous avons intitulé « Politique du bien commun ». Alors le bien commun, un petit mot sur ce concept. Donc au Centre AVEC, on est convaincu que le bien commun se recherche ensemble dans la relation et la délibération collective. Et à la veille d'un très grand rendez-vous électoral le 9 juin 2024, on voulait réunir d'une part des experts, d'autre part des candidats politiques et des citoyens que vous représentez ici, pour tenter de rechercher ensemble ce bien commun, c'est-à-dire le bien de la société dans son ensemble, mais aussi de chacune et chacun. Alors la première soirée, il y a une semaine, traitait de la lutte contre les idées d'extrême droite et avait réuni Benjamin Biard du CRISP, Valérie Glatini du MR, Andrea Rea du PS et Hamza Belagdir de Écolo. Je précise parce que on a fait le choix de ne pas inviter à chaque soirée des candidats politiques de tous les principaux partis francophones parce qu'on voulait qu'on puisse favoriser le dialogue et on estimait qu'être à 6 ou 7 autour de la table c'était plus compliqué, mais on a voulu avoir un équilibre sur l'ensemble du cycle. Alors ce soir, la thématique qui nous réunit, c'est la question des communs ou des biens communs. Alors c'est quoi les communs? Ça peut être une forêt, une rivière, un potager collectif, un habitat groupé, un véhicule partagé, une communauté d'énergie, une société coopérative, un logiciel libre ou encore une plateforme collaborative. Ce sont en fait des ressources partagées qui sont gérées et maintenues collectivement par une communauté en fournissant aux membres de cette communauté et plus largement également la possibilité et le droit de les utiliser selon des règles définies dans la délibération. Donc la dimension démocratique est très importante. Alors, est-ce que le modèle des communs est un modèle de gouvernance à privilégier? Quels biens devraient être gérés en commun? Quel devrait être le rôle des pouvoirs publics dans la préservation et le développement des communs? Quel rapport et quelle tension avec les initiatives de privatisation et de nationalisation? Et en quoi le modèle des communs peut contribuer à la quête du bien commun de la société et de chacune et chacun? Voilà les questions que nous allons essayer d'aborder ce soir avec un spécialiste de la question, Gaël Giraud, et 3 candidats et candidates politiques. Christophe de Bocquelard qui a un peu de retard et qui s'est excusé en prévenant à l'avance. Donc normalement il devrait arriver dans une dizaine de minutes. Christophe qui est président des Engagés Bruxelles, député bruxellois et candidat tête de liste des Engagés aux élections régionales de Bruxelles. Marie Lecoq, ici présente en vert évidemment, qui est coprésidente d'Écolo Bruxelles, députée bruxelloise également et candidate écolo aux élections régionales de Bruxelles. Et Ariane Rotillet, qui est collaboratrice de la ministre fédérale Karine Lallieu et candidate PS aux élections régionales de Bruxelles. Et puis Gaël Giraud, qui est donc jésuite, économiste, directeur de recherche au CNRS et depuis quelques semaines collaborateur au Centre AVEC et au Forum Saint-Michel, et qui a rédigé notamment un grand ouvrage issu de sa thèse sur les communs qui s'appelle « Composer un monde en commun » aux éditions du Seuil et qui est sorti en 2022. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Et je vais tout de suite laisser la parole à Gaël Giraud qui va commencer par un petit décryptage sur les principaux enjeux politiques actuels liés au commun. D'accord, merci. Bonsoir à tous, à chacune et à chacun.
Peut-être pour commencer, je vais faire allusion à 2 livres que probablement vous n'avez pas lus. Je vous encourage à lire le premier si vous avez le temps, le deuxième c'est plus technique. Mais c'est des livres fondamentaux, à mon avis, pour cadrer notre discussion. Le premier s'appelle La démocratie du carbone de Timothy Mitchell, qui est un historien et un politologue américain. Et le second est un livre qui s'appelle La technocratie du carbone, écrit par un de ses étudiants sino-américains sur le cas chinois. La grande thèse de Timothy Mitchell, c'est la suivante, c'est qu'il y a un lien entre les institutions politiques que nous nous donnons et le régime d'énergie, le mode d'énergie avec lequel nous vivons. Alors l'exemple que se donne, qu'étudie beaucoup Timothy Mitchell, c'est l'Angleterre au XIXe siècle, où il dit voilà, avec la révolution industrielle, l'Angleterre découvre le charbon, devient une économie du charbon, au moins jusque dans les années 1880, et au fond, les grands acquis sociaux du XIXe siècle sont liés au charbon. Pourquoi ? Parce que le charbon est très coûteux et très compliqué à transporter. Et donc, si vous avez une ville dont l'alimentation en électricité ou en chaleur dépend des mines de charbon, eh bien, les ouvriers qui travaillent au fond de la mine de charbon ont en fait, même s'ils ont mis du temps à le découvrir, un pouvoir de négociation politique considérable parce qu'ils peuvent faire la grève au fond de la mine. Et s'ils réussissent à faire la grève au fond de la mine, ils paralysent l'alimentation en électricité ou en chaleur de toute la ville. Et la ville ne peut pas aller s'alimenter ailleurs. Donc en fait, ils peuvent négocier. Et donc la grande thèse de Mitchell, c'est toutes les grandes luttes sociales du XIXe siècle, y compris en Belgique, sont en grande partie liées au charbon. Avec l'avènement du pétrole, deuxième révolution industrielle, 1880, mais surtout consommation industrielle de masse après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, en Europe, au Japon, les choses changent complètement. Pourquoi ? Parce que le pétrole est très facile à transporter. Et donc vous pouvez faire autant de grèves que vous voulez sur une plateforme d'extraction pétrolière, la ville que vous privez de pétrole pour aller s'alimenter avec du pétrole ailleurs. Et donc vous perdez votre levier, votre pouvoir de négociation politique. Et la thèse de Mitchell, c'est à partir des années 1980, notamment à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre, eh bien, il y a ce basculement des institutions politiques d'un monde du charbon vers un monde du pétrole. Et ce n'est pas un hasard si la première grande bagarre politique et sociale de Margaret Thatcher, ça aurait été de laminer les mineurs britanniques. Et donc, si on croit à cette thèse, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, je crois, c'est dans la société post-carbone que nous devons construire si nous voulons relever le défi de la crise écologique, du réchauffement climatique. Donc, dans cette société que nous devons construire, dans laquelle nous allons apprendre à nous passer les 3 énergies fossiles, le charbon, pétrole, gaz, pour les remplacer par les énergies renouvelables et ou du nucléaire, dans cette société-là, quel type d'institution politique allons-nous pouvoir construire ? Est-ce qu'on va construire une société plutôt du type charbon, plutôt du type pétrole, ou encore autre chose ? Alors, donc, un bémol tout de suite, pour éviter de caricaturer le débat. Donc, Victor Seo, qui est un étudiant sino-américain de Timothy Mitchell, a montré dans une monographie que je vous ai indiquée là qu'il n'y a pas de déterminisme énergétique. La Chine est un contre-exemple aux thèses de Timothy Mitchell. La Chine, tout au long du XXe, a déployé d'énormes mines de charbon, mais n'a jamais eu les acquis sociaux qu'a connus l'Angleterre et l'Europe occidentale, même l'Allemagne de Bismarck, au XIXe siècle. Donc on peut, malheureusement, être une économie du charbon sans révolution sociale. Un autre exemple qu'on pourrait donner, évidemment, c'est l'Afrique du Sud, avec l'apartheid. Donc il ne faut pas non plus croire, il ne faut pas non plus tomber dans un matérialisme énergétique à la manière dont mon ami français Jean-Marc Jancovici pourrait le faire de temps en temps, et croire que l'énergie dicte tout. C'est pas vrai. Il nous reste de la liberté politique. Mais les institutions politiques que nous construisons disent quelque chose du type d'énergie avec lequel nous vivons. Voilà. Alors, je crois qu'il y a 2 grandes options, une fois qu'on a placé le débat dans ces termes-là. La première, c'est une société dans laquelle nous donnerions aux citoyens de plus en plus de pouvoir politique parce que nous lui donnerions aussi de plus en plus la faculté de produire lui-même ou elle-même sa propre énergie.
Ça a été le cas en particulier en Allemagne, dans les années 2010, où vous avez vu une floraison de petites coopératives de production d'énergie décentralisée, où les ménages allemands, dans la Ruhr, la Rhénanie, etc., ont obtenu les moyens, par exemple, d'avoir une éolienne au fond du jardin, des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison, de sorte qu'ils pouvaient eux-mêmes produire leur énergie, et quand ils avaient un surplus d'électricité, soit ils le revendaient aux voisins, soit ils le revendaient à l'État allemand. Et comme vous le voyez sur la courbe ici, à partir des années 2010, vous avez une explosion du nombre de coopératives allemandes liées à l'énergie, à une production décentralisée d'énergie. Alors le type de société qui se dessine derrière ça, c'est plutôt une société très décentralisée, avec une démocratie qu'on imagine volontiers participative. Pourquoi ? Parce que si j'ai les moyens de produire moi-même mon énergie, j'ai aussi les moyens de prendre part à la discussion politique et d'imposer mon point de vue, en tout cas de le faire entrer dans la délibération. Malheureusement, ou voilà, heureusement pour certains d'entre nous, il y a une autre option complètement différente, qui est exactement le contraire. Un État très centralisé, en alliance avec un secteur privé, dans lequel la société civile n'a plus son mot à dire. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Eh bien parce que le coût d'entretien des énergies renouvelables est très faible. Une fois que vous avez installé votre éolienne, votre panneau photovoltaïque, alors vous n'avez pas un coût marginal zéro, comme l'a dit quelqu'un comme Jeremy Rifkin, mais il est très faible. Ça veut dire que dans le coût de production du kilowattheure grâce à votre panneau photovoltaïque ou à votre éolienne, la part du coût d'investissement en capital, ce qu'on appelle le CAPEX, est très importante. Et donc, paradoxalement, une société construite sur des énergies renouvelables est beaucoup plus intensive en capital qu'une société construite sur des énergies fossiles. Et donc ça ouvre, au moins sur le papier, la voie à une société très centralisée, où c'est le capital privé qui dicte les conditions du politique. Alors vous pourriez imaginer que, c'est une fiction, hein, mais vous ayez un très riche milliardaire qui dit, bien moi, je vais investir dans la forêt d'éoliennes qui va bien, pour apporter de l'énergie, de l'électricité à Bruxelles, et les Bruxellois, pour qu'ils aient mon électricité, il faudra qu'ils fassent exactement ce que je veux. Vous voyez ? Et ça en alliance avec un État autoritaire illibéral. C'est possible. Il n'est pas impossible que, doucement mais sûrement, certains pays d'Europe de l'Ouest, je n'en citerai pas, soient en train de cheminer dans cette direction aujourd'hui, à la faveur de la suppression petit à petit de tous les acquis de l'état du droit et de la démocratie que nous avons chèrement payé depuis 2 siècles. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans la discussion, c'est là que interviennent les communs. Parce que vous voyez bien que le premier type de société que j'ai esquissé, celle dont on a pu rêver en Allemagne autour de 2010, alors plus maintenant, puisque malheureusement ces coopératives d'énergie ont été privatisées entre-temps, ce premier type de société, probablement, devrait se construire autour de ce qu'on appelle les communs, auxquels Simon Pierre a fait allusion il y a un instant. Alors, pour comprendre ce que c'est que les communs, il faut revenir aux travaux d'une grande dame, Elinor Ostrom, une politologue américaine qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009. Ce que dit Elinor, c'est reprenons les 2 grandes catégories que les économistes ont l'habitude de traiter, qui sont les biens privés et les biens publics. Qu'est-ce que c'est qu'un bien privé? Par exemple, une part de pizza. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Par exemple, l'ensoleillement radieux à Bruxelles, comme aujourd'hui. Avec un peu de grêle au milieu de l'après-midi, quand même, pour vous rappeler qu'on est à Bruxelles. Si je mange cette part de pizza, Simon Pierre ne peut pas manger la même part de pizza. C'est lui ou moi. Donc la consommation est dite rivale. En revanche, si je vais bronzer au soleil radieux de Bruxelles, ça n'empêchera pas Simon Pierre d'aller bronzer au même soleil. La consommation n'est pas rivale. Si je veux acquérir cette part de pizza, il se peut qu'on me demande de m'acquitter d'un prix, et donc l'accès peut être exclusif. Il est réservé à ceux qui ont les moyens de payer le prix de la part de pizza. Et donc si vous regardez la matrice, les biens privés, private goods, la consommation est rivale, l'accès est exclusif. En revanche, c'est quand même très difficile de mettre un policier tous les 15 mètres pour vous demander de vous acquitter d'une taxe si vous avez bronzé au soleil radieux de Bruxelles. Et donc, l'accès n'est pas exclusif. Ça va? Donc les biens publics, ce sont des biens dont la consommation n'est pas rivale, et l'accès n'est pas exclusif. Les biens privés sont des biens dont la consommation est rivale, et l'accès est exclusif. Ça va pour tout le monde? Et donc ça, c'est le noir et blanc auquel nous étions habitués, nous les économistes, en 1945. Le monde est construit avec des biens privés, et c'est la sphère marchande qui va s'en occuper, et des biens publics, et c'est la bureaucratie d'État qui va s'en occuper.
Ce qu'a fait Neurostrome avec d'autres, c'est dire en fait il y a plein de couleurs, il n'y a pas que du noir et du blanc, parce qu'il y a des biens qui ne sont ni privés ni publics. Il y a des biens à effet club, les club goods en anglais, et puis il y a des biens communs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bien à effet club? C'est un bien dont la consommation n'est pas rivale, comme pour les biens publics, mais dont l'accès peut être rendu exclusif. Exemple, un club d'échecs. Si vous entrez dans un club d'échecs, vous n'allez priver personne de pouvoir jouer aux échecs, au contraire, vous allez apporter un partenaire de plus aux joueurs d'échecs, mais pour pouvoir vous inscrire, il se peut qu'on vous demande de payer des frais d'inscription. Et donc l'accès peut être rendu exclusif. Mais autre bien effet club, ce petit bijou, Internet, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des biens à effet club. Ce sont des club goods. Vous voyez ? Et puis vous avez des biens communs, c'est exactement le contraire. La consommation est rivale, mais c'est très difficile d'en réguler l'accès pour le rendre exclusif. Exemple paradigmatique, alors il y a tous ceux qui a déjà donné Simon Pierre, j'en donne un autre, des projets de pisciculture. Si vous avez un étang avec des poissons, si vous allez braconner la nuit, vous allez briser toutes les chaînes trophiques de reproduction des poissons, il n'y aura plus de poissons l'année prochaine. Donc c'est vous ou les autres. Donc la consommation est rivale. Mais on ne peut pas mettre un garde forestier derrière tous les arbres autour de l'étang pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Donc il faut trouver des règles, et c'est là que la démocratie entre en jeu, des règles de délibération, telles que tout le monde soit d'accord pour ne pas aller braconner sauvagement la nuit et se répartir le poisson d'une manière qui recueille le consensus du plus grand nombre. Ça va? Alors si vous y réfléchissez une minute, vous voyez tout de suite que c'est pas simple de mettre en œuvre les communs. Déjà, quelqu'un comme saint Thomas le disait, il parle des communs, saint Thomas. Il n'a pas lu Elinor Ostrom, mais la res communis est un thème majeur dans la somme théologique, notamment dans ce qu'on appelle la question 66 de la deuxième partie, la seconda secundae, pour les experts. Bon. Donc Thomas dit, oui, les communs c'est très bien, mais c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut se mettre d'accord. Alors, Elinor Ostrom a étudié des exemples très concrets de biens communs qui ont réussi. C'est là qu'on retrouve tous les exemples de Simon Pierre, des forêts, des étangs, des projets d'irrigation en Suisse, en Afrique, en Amérique latine, etc. Et quand j'ai travaillé comme chef économiste de l'Agence française de développement, nous en avons étudié encore beaucoup d'autres. Je vais vous donner un exemple peut-être le plus merveilleux, c'est La Paz en Bolivie. Vous savez que c'est la capitale de la Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. La Paz aujourd'hui est dans un désert, parce que tous les glaciers ont fondu à cause du réchauffement climatique. Et en 2016, La Paz a fait l'expérience traumatique de ce qu'on appelle le Day Zero en anglais, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Et vous savez qu'on peut vivre un peu sans électricité, mais vivre sans eau, personne ne peut faire ça. Et donc les citadins du centre-ville de La Paz ont été obligés de s'acheter dans la panique des bouteilles d'eau à des prix exorbitants. En revanche, les pauvres qui vivent dans les bidonvilles autour de La Paz n'ont eu aucun problème pendant l'été. Ils ont continué à avoir de l'eau. Pourquoi? Parce que vous aviez des groupements de femmes, ça c'est très important pour vous mesdames, pas les hommes, mais les femmes, qui ont géré ensemble l'eau comme commun. Et ça s'est très bien passé. Elles n'ont pas connu le désir. Et c'est un exemple paradigmatique où la gestion d'une ressource rare comme l'eau en commun est beaucoup plus efficace que sa privatisation ou même que sa gestion bureaucratique par l'État. Alors, ce qu'a montré Elinor Ostrom, c'est que dans les communautés où ça marche, il y a en général 8 règles que j'ai ici, là, que vous retrouverez sur la page Wikipédia sur les biens communs. On ne va pas les regarder les 8. Je vais en souligner juste une, c'est la règle numéro 6, parce qu'elle nous intéresse pour nous, si nous voulons penser les conditions politiques d'avènement et de promotion et de protection du commun. La règle numéro 6, c'est une espèce de méta-règle, c'est des règles sur les règles, qui dit ceci. Quelle que soit la qualité des règles que vous vous êtes données pour gérer votre ressource en commun, arrivera fatalement un moment où vous ne serez pas d'accord entre vous. Il y aura un conflit d'interprétation sur les règles. Alors il faut, dans ce cas-là, pour sortir du conflit, que vous vous soyez mis d'accord à l'avance sur un mécanisme de résolution du conflit qui soit accessible à tous, bon marché et, qu'est-ce qu'elle avait dit, et facile à mettre en œuvre. Voilà. Exemple, lorsque je suis allé visiter les projets de pisciculture, c'est pour ça que je donnais cet exemple, en Guinée-Conakry, à côté de Sierra Leone, juste après la crise Ebola, 2016,
J'ai visité ce projet de pisciculture dans la forêt, les forêts profondes de Zélékolé. Donc c'est en forêt, donc c'est des paysans qui ne peuvent pas avoir de bétail, mais c'est très loin de la côte, donc ils ne peuvent pas aller pêcher dans la mer. Donc ils ont un manque d'apport en protéines dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Alors ils font de la pisciculture. Le problème, c'est que comme il n'y a pas d'électricité, lorsque vous sortez l'eau du poisson, il faut qu'il soit consommé dans la journée, sinon il est perdu. Et donc, ces paysans-là ont des règles extrêmement subtiles et complexes de décision de est-ce qu'on remet du poisson dans l'eau, est-ce qu'on sort, etc. Alors ils ont écouté ces règles-là, et l'étang est géré comme un commun par tout le village. Je leur ai dit, mais il y a forcément des jours où vous n'êtes pas d'accord entre vous. Alors comment vous faites? Ah, mais oui. Eh bien, dans ce cas-là, nous demandons à un vieux sage d'un village qui est à 20 km de trancher le débat à notre place. Alors, il est à 20 km, ça veut dire qu'il n'a pas de conflit d'intérêt avec nous, il n'est pas notre famille, etc. C'est pas comme en Belgique, on a toujours un cousin, une cousine qui est quelque part assis juste à côté de son voisin. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt, donc il peut prendre une position sage dans le conflit. Mais il est à 20 km, ça veut dire qu'on le connaît quand même, et il nous connaît, et ce n'est pas un étranger. Et donc, vous voyez la sagesse institutionnelle qui est cachée là-dedans. Moi, ça force mon admiration. Maintenant, vous pouvez réfléchir une minute à nos institutions, à nous en Europe, et à la question de savoir si nous avons toujours ces mécanismes de résolution bon marché, accessibles à tous et faciles à mettre en œuvre. Contre-exemple, qui me vient immédiatement à l'esprit, le conflit très dur entre l'Allemagne et la Grèce en 2010, au moment du non-paiement de la dette publique grecque. Quel est le mécanisme de résolution du conflit que nous avons mis en œuvre au sein des institutions de la zone euro? Aucun. Et donc je crains fort que dans ce cas-là, ce soit la loi du plus fort qui s'impose. Ce n'est pas exactement l'idée qu'on se fait d'une démocratie délibérative. Alors, donc je garde ceci pour le débat que nous aurons tout à l'heure, parce que je pense que c'est absolument fondamental pour la mise en œuvre des questions politiques. Encore 2 minutes. Alors, je voudrais juste souligner un point. Vous avez un très bel ouvrage de Dardot et Laval qui fait un plaidoyer en faveur des communs, mais avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que j'en parle. Dardot et Laval croient qu'on peut construire des sociétés uniquement avec des communs et en se débarrassant au passage de leur vieil ennemi, parce que ce sont fondamentalement des anarchistes, qui s'appellent l'État. Alors moi je ne crois pas du tout, et c'est la thèse que je défends dans le livre qui est juste à côté, qui est que pour qu'il y ait des communs dans la société civile, il faut absolument qu'il y ait un État qui impose des règles avec un État de droit qui protège les communs. Sinon, que se passe-t-il? Eh bien, tôt ou tard, les communs sont reprivatisés. Pensez à ce qui s'est passé avec Blablacar, Airbnb, les coopératives allemandes. Tout ça, à chaque fois, ce sont des initiatives qui visent à faire un certain nombre de ressources des communs et qui sont in fine reprivatisées. Donc si on veut les préserver comme communs, il faut qu'il y ait un État qui protège ces communs, à mon avis. Et donc il n'y a pas de commun sans une sphère publique digne de ce nom qui impose l'état de droit et le respect de la loi, à mon sens. Mais on peut en débattre, si vous voulez. Et puis, dernier point, je vais donner 3 exemples très rapides, et je vais m'arrêter là, de biens communs au niveau global, parce que souvent on parle des communs locaux, mais il y a aussi des communs globaux. Premièrement, la santé. Il me semble que la pandémie du coronavirus nous a fait prendre conscience, premièrement, du fait que la santé d'une famille à Wuhan concerne la totalité de l'humanité. Nous sommes tous interdépendants en matière de santé. Deuxièmement, si nous privatisons la santé, ce qui revient dans le cas d'une pandémie à vendre le vaccin comme un bien privé, alors nous échouons. Pourquoi? Parce que si je vends le vaccin pour un prix non nul, j'en fais un bien privé. Il y a forcément des catégories très modestes sur cette planète qui ne pourront pas s'acheter le vaccin. Dans le métabolisme de qui le virus va continuer de pulluler et va muter, pour revenir in fine dans le métabolisme de ceux qui ont acheté le vaccin, mais comme il a muté, le vaccin est inefficace. Et donc privatiser la santé dans une situation de pandémie est le plus sûr moyen d'échouer dans la préservation de la santé de la totalité de l'humanité, à mon avis. Donc il me semble que ça signale quelque chose qui est que la santé a vocation à être traitée comme un commun global. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Il y a une institution qui le fait depuis une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle DNDi, vous avez mis le nom au tableau, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme à Genève qui organise une discussion entre Big Pharma, donc le secteur privé, les États souverains, le secteur public, et des ONG de la société civile, ça c'est les communs, et qui arrive par exemple à distribuer des thérapies contre l'hépatite C en Égypte ou en Malaisie pour des prix très très faibles, $300, alors que cette thérapie coûte ici en Belgique entre 2 000 et 3 000 euros.
contre l'hépatite C. Alors, ce n'est pas gratuit, donc ce n'est pas un pur commun, mais vous voyez qu'on a fait un très très grand pas dans la direction d'un traitement de la santé comme commun. Grâce à quoi? Au dialogue entre les trois acteurs majeurs de notre société, qui sont le privé, le public et les communs de la société civile, qui ont plutôt l'habitude d'entrer en concurrence les uns avec les autres. Deuxième exemple, l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous allons manquer d'eau en Europe, y compris en Belgique, et donc il serait très intéressant de penser à préserver l'eau comme un bien commun. Il y a un juriste italien, dont vous voyez la photo ici, qui malheureusement est décédé, Stefano Rodota, qui avait essayé d'inscrire dans la constitution italienne le fait que l'eau ne puisse pas être privatisée, après les grandes batailles de l'eau à Naples en 2011. Malheureusement, il a échoué. J'ai moi-même essayé d'en faire autant dans la Constitution française, avec les sénateurs français, nous avons aussi échoué. Mais il y a un pays en Europe qui l'a fait, c'est la Slovénie. La Slovénie vient d'inscrire dans sa Constitution que l'eau en Slovénie ne pourra pas être privatisée et qu'elle devra désormais être traitée comme un bien commun. Nous serions bien inspirés, à mon avis, d'imiter nos amis slovènes. Dernier exemple, le numérique. Vous avez aujourd'hui, à mon avis, une bagarre énorme, gigantesque, entre une conception du numérique comme une forêt de communs. Ça, c'est tous les logiciels libres, le copyleft, qui est le contraire de la propriété privée, Wikipédia, le plus grand commun encyclopédique qu'on ait jamais construit, toutes les solutions de peer-to-peer en anglais, versus ChatGPT. ChatGPT, c'est une société privée qui vous vend un logiciel complètement opaque, qui nous abrutit et qui surtout prend nos données personnelles pour les revendre à des publicitaires. Et donc il fait de nous la ressource. Voilà, donc j'ai publié un petit livre ou quelques allusions à Simon Pierre également tout à l'heure. On essaie de développer cette thèse avec ma co-auteur Alain Lambert. Et donc vous avez le monde des communs numériques, extraordinaire d'un côté, et une reprivatisation subreptice de l'autre, grâce à l'intelligence artificielle. Et donc je crois que déjà là, on a le débat politique qui est le nôtre aujourd'hui entre le type de société que nous voulons construire. Est-ce que c'est la première option, une société décentralisée avec une démocratie participative, ou est-ce que c'est la seconde, une société éventuellement complètement antidémocratique, mais où l'essentiel de nos ressources serait privatisé? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Gaël, c'était très éclairant. Alors, je vais me permettre quelques petits exemples en plus que ceux de Gaël qui existent en Belgique, parce que je pense que ça permet aussi de concrétiser encore davantage et de se dire que c'est possible de créer des communs qui fonctionnent. Donc avec la revue en question l'année passée, on avait fait un petit reportage sur 3 initiatives de communs en Belgique. Donc ça va juste durer 5 minutes et puis on vous laissera d'abord participer un petit peu et puis je laisserai la parole à nos candidats et candidates. Donc un premier exemple, c'est le Grand Bois commun, qui est donc un bien naturel, un bois, qui est géré en commun par des citoyennes et citoyens en coopérative. Donc c'est une forêt de près de 80 hectares avec des espaces boisés et des prairies. Donc il y a 2000 citoyens et citoyennes qui se sont réunis en coopérative pour racheter le bois, qui était donc un bien privé, et pour en faire un commun. Et alors ils ont pour vocation de créer 70% de mettre 70% du bois en réserve naturelle et 30% en zone d'activité humaine, parce que l'idée c'est aussi que ce soit une alliance avec les humains, et pas juste une réserve naturelle pour son ensemble. Et donc il y a des zones accessibles à tous avec les panneaux d'information. Et ce qui était assez intéressant dans cette rencontre, c'est que c'est ce témoignage que les gens qui passent prennent vraiment soin de ce commun qui est aussi le leur. Un deuxième exemple, c'est une coopérative alimentaire. Il y en a beaucoup, hein, mais on s'est intéressé à une en particulier dans le Namurois qui s'appelle Paysans Artisans. Et donc c'est une coopérative qui réunit autant des consommateurs que des producteurs, donc c'est déjà intéressant parce qu'il y a cette alliance entre ceux qui consomment et ceux qui produisent. Donc il y a 900 coopérateurs. Et alors ils ont 3 piliers, donc ils commercialisent en circuit court. Ils aident aussi, ils appuient les producteurs dans leur travail. Donc par exemple, ils mutualisent des salariés qui mettent à disposition des agriculteurs, des paysans.
Ils ont un espace partagé d'entreprises alimentaires comme une bocalerie, une fromagerie, etc. Il y a un restaurant aussi. Et alors, leur troisième pilier, c'est de sensibiliser et de mobiliser avec des formations, des conférences, des débats et une revue excellente qui s'appelle Tchak. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'on sentait vraiment que la dimension sociale était très présente, et ça, c'est quelque chose qui est aussi souvent commun au commun. Donc, ils avaient par exemple une caisse de solidarité pour permettre des réductions aux épiceries sociales. Ils avaient une tension salariale au sein de leurs employés qui était extrêmement faible, donc un ratio de 1,4, donc pour un salaire, le plus haut salaire était fois 1,4. Et alors ils inséraient aussi des personnes handicapées et en insertion, ce qu'on appelle en Belgique des articles 60, dans leurs activités. Et un troisième exemple, qui en lui-même n'est pas un commun, mais qui est un lieu qui favorise les communs. Donc c'est un quartier qui s'appelle le Coin du Ballet, situé à Watermal-Boisfort, et qui a un comité de quartier extrêmement actif, qui met en lien une série d'initiatives, comme par exemple des potagers et des composts collectifs, une prairie verger qui est gérée en commun, et qui est en fait, c'est intéressant parce que c'est là où on sent le lien avec les autorités et même le privé. Donc en fait c'est un partenariat entre une ferme, la région, avec Bruxelles Environnement, et des habitants du Coin du Ballet pour gérer cette prairie. Ils avaient pour projet de monter une communauté d'énergie, aussi en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles et la commune, donc on sent aussi de nouveau le côté collaboratif. Ils organisaient toute une série d'activités culturelles, aussi un service permanent de solidarité aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, et là aussi de nouveau en collaboration avec le CPAS. Ils avaient aussi toutes des activités d'intégration de réfugiés, notamment des réfugiés ukrainiens. Et puis aussi le lien avec les autorités publiques. Il y avait beaucoup de leurs projets qui étaient financés par le budget participatif de la commune. Voilà, ça c'était pour les trois exemples qui permettent de rendre encore davantage concret les communs. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christophe, qui va animer aussi la participation du public. Voilà, je suis chargé de ne pas vous laisser endormir. Je crois qu'il n'y a pas de danger avec les présentations qu'on a eues qui étaient déjà bien passionnantes. On vous propose maintenant de choisir votre voisin. Vous avez tous un ou deux voisins. Vous prenez, si vous en avez un, vous choisissez celui-là. Si vous en avez deux, vous choisissez celui que vous connaissez le moins bien. Et on va vous proposer de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui résonne en moi après ces présentations, la présentation de Gaël, la présentation de Simon-Pierre? Est-ce qu'il y a des choses qui me travaillent, des choses nouvelles que j'ai entendues? Voilà, vous avez 2 minutes, 1 minute chacun pour vous écouter et pour vous enrichir mutuellement. Et c'est peut-être bien à la fin de la conversation de noter un ou deux mots, si vous avez un petit papier ou sur votre smartphone, de l'écrire, parce que ça pourra revenir tout à l'heure. Et nos candidats politiques, vous avez aussi un petit devoir, pendant les 2 minutes, c'est de préparer une question pour Gaël Giraud. Voilà. S'il y a une question que vous voudriez adresser à Gaël Giraud, comme expert sur les communs, de pouvoir, avant de vous laisser pleinement la parole, pour lui poser une question. Voilà, 2 minutes pour discuter avec vos voisins. La présentation où vous faisiez le lien entre le développement des régimes démocratiques et l'énergie, et donc le lien entre, en tout cas pour moi, le progrès social et le développement économique. Et à partir du moment où je pense que maintenant on rentre vraiment dans un monde où tout ce qui est croissance infinie, comme je n'ai pu l'étudier dans mes études d'économie, n'existe peu, n'existera plus. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi considérer le travail et l'accès au travail comme un bien commun. Je n'ai absolument pas la réponse à cette question. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'avais une question plutôt sur comment est-ce que les biens communs peuvent servir ou pas à repenser de manière générale les questions internationales. Et donc la manière dont, on a, je pense, souvent tendance à se représenter la planète comme un espace avec plein de ressources et avec aussi une gestion et une décision très morcelée
Et donc voilà, moi ça m'interpelle un peu de voir comment est-ce que cette question des biens communs peut apporter des réponses par rapport à ces enjeux-là. Bonsoir et en tout cas merci de l'invitation au Centre. Ma question, elle porte plus sur l'être humain est imparfait. Et la présentation que vous avez faite avec certains principes et quand je lis la documentation, les communs, bon, ça va être très difficile à grande échelle de faire ça parfaitement. C'est-à-dire que tout à l'heure on va parler un peu des politiques qu'on peut mettre en place, des exemples qui peuvent se rapprocher parfois des communs, mais qui n'en sont pas vraiment parce qu'il y a certains principes qui ne sont pas respectés. Comment traiter cette question, quand même aller faire des pas dans la direction, malgré qu'il y ait des grands écueils et qu'on n'y est pas encore. Est-ce que c'est quand même déjà avancer dans la bonne direction ou est-ce que c'est se fourvoyer et qu'on fait mieux d'être très puriste sur la question? Voilà, Gaël, tu as 10 petites minutes. Merci. Les trois sont d'excellentes questions. Sur le travail, la réponse très courte, c'est oui, le travail est un commun fondamentalement. Et c'est une erreur, à mon avis, depuis des décennies, de traiter le travail comme une marchandise privée. Alors nous autres, les économistes, nous avons l'habitude de parler du marché du travail, comme s'il y avait un marché du travail. En fait, il n'y a pas de marché du travail, ça n'existe pas. Le travail n'est pas une marchandise privée. Si vous y réfléchissez une minute, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble comme travail qui ne dépende pas du langage et de la culture dans laquelle nous vivons? Or, le langage, ni vous ni moi ne l'avons inventé, ça n'est pas une propriété privée. Nous en héritons, nous le transformons nous-mêmes tous les jours. Voilà. Donc s'il y a bien un commun partagé entre tous, c'est le langage. Et donc il n'y a pas de travail sans langage. Donc il n'y a pas de travail sans commun. Et donc le travail ne peut en aucune manière, en toute rigueur, être considéré comme une propriété privée. Non, nous instituons des règles qui essayent de traiter le travail comme un truc privé. Voilà. Et même à l'intérieur d'une entreprise privée, regardez comment se répartit le travail dans une entreprise privée qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire sans mettre tout le monde en souffrance. En réalité, on fonctionne comme un commun à l'intérieur de l'entreprise. Alors il y a des entreprises où on est assez fou pour essayer de privatiser l'intérieur de l'entreprise. Donc j'ai vécu ça, par exemple, pour donner cet exemple, lorsque j'ai travaillé avant de devenir jésuite dans une banque dans laquelle un cadre avait trouvé intelligent de donner la même mission à deux équipes différentes, à qui il avait dit, mais celle qui fera moins bien, vous serez tous virés. Voilà. Et vous avez, c'était avant pour hier, vous avez 3 mois pour le faire, quelque chose comme ça. Je peux vous dire, l'ambiance à la machine à café, c'était sympathique. Donc ça, c'est quand vous privatisez des relations de travail à l'intérieur de l'entreprise. Ça donne juste l'horreur. Donc même à l'intérieur de l'entreprise, en réalité, nous vivons quelque chose qui est de l'ordre du commun, jamais du privé. Donc le travail est fondamentalement une ressource commune. Celui qui nous a trompés complètement là-dedans, je crois, c'est John Locke, grand philosophe britannique du XVIIe siècle, qui invente l'idée que le travail c'est dur, et l'imaginaire qu'il a derrière en tête, c'est le brave paysan britannique qui sue sang et eau sur sa terre pour en extraire quelque chose. C'est normal, s'il est en Grande-Bretagne, il n'est pas en Belgique. Et qui dit, mais du coup, ce qui va sortir de ma terre, c'est bien légitime que ce soit à moi, parce que c'est moi qui l'ai fait, et j'ai transpiré pour le produire. Donc il y a tout cet imaginaire et cette rhétorique-là du travail dur qui mérite récompense, et donc qui mérite que le produit de ce travail soit un bien privé. Donc je vais exclure tout le monde d'y avoir accès, sauf moi, parce que c'est ça la propriété privée. Et c'est John Locke qui invente cette idée-là et qui au passage fait un véritable coup de force théorique par rapport à la grande tradition chrétienne, qui est de dire, cette propriété privée-là, comme elle est la conséquence logique de quelque chose de naturel qui est le travail, elle est de droit naturel. Alors que jamais les pères de l'Église, ni saint Thomas, n'ont inscrit la propriété privée dans ce qu'on appelle le droit naturel, c'est-à-dire le droit le plus fondamental. Le droit constitutionnel, pour nous, aujourd'hui, c'est la version sécularisée du droit naturel. Donc John Locke fait ces deux opérations, nous faire croire que le travail est une marchandise privée, qui légitime la privatisation, et inscrire la propriété privée dans le droit naturel. Voilà pour la réponse à la première question. Sur la deuxième question, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui, parce que la communauté internationale telle que nous l'avons construite après 1945 va mal. On l'a vu avec la pandémie.
le Conseil de sécurité de l'ONU n'a rien dit pendant 2 ans, silence total. Comme si la totalité de la planète n'avait pas été affectée par un fléau qui nous a tous touchés, eh bien, on n'entend rien de la part des Nations Unies pendant 2 ans. Même chose aujourd'hui avec l'Ukraine. Les Nations Unies sont complètement paralysées vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Et regardez ce qui se passe à Gaza, ou ce qui va se passer dans les mois qui viennent en Iran. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies sont inutiles, ça veut dire qu'elles ne sont plus ajustées aux relations internationales telles que nous les vivons aujourd'hui. Elles étaient ajustées en 1945, dans un monde qui était, en tout cas en Occident, essentiellement dominé par les États-Unis. Ça n'est plus le cas. Nous vivons dans un monde multipolaire. Et les Nations Unies telles que nous les avons construites, le FMI tel que nous l'avons construit, la Banque mondiale, tout ça, malheureusement, ça ne fonctionne plus. Il faut les réformer. Et c'est en cours. Là-dedans, dans cette transformation théorique qui est en train d'advenir en ce moment, il y a des ressources fondamentales sur lesquelles nous nous posons déjà la question de savoir si elles ne devraient pas être traitées comme des communs. C'est le cas en particulier du Fonds des océans. Il y a un débat en ce moment même, depuis plus d'1 an, au sein des Nations Unies, sur le statut qu'il faut accorder au Fonds des océans, dont nous avons désormais les moyens techniques de nous approprier les ressources. Est-ce que nous laissons les entreprises privatiser ces ressources-là, ou est-ce que nous les distribuons à des États souverains, parce que là nous en faisons des biens publics, en particulier dans les eaux qui n'appartiennent à aucun territoire national, ou bien est-ce que nous en faisons des communs, et dans ce cas-là, quelles sont les institutions internationales qui vont les gérer? Énorme débat. Et si je comprends bien ce que me disent les amis juristes qui y travaillent, malheureusement pour l'instant, la solution d'en faire des communs globaux n'arrive pas à émerger parce que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur une définition internationale de ce que c'est qu'un commun. Ce qui est pour l'instant plutôt frustrant. Mais vous voyez, ça veut dire que c'est un enjeu colossal. Donc il y a les fonds des océans, il y a évidemment également ce qui va se passer en Arctique. On a un même débat sur l'Arctique. On va avoir un débat tout à fait analogue sur l'Antarctique, le jour où l'Antarctique va devenir intéressant. Même débat également sur l'espace autour de nous. Vous savez que vous avez un certain nombre de ceintures orbitales autour de la planète qui sont en train de devenir des poubelles, parce que tout le monde y jette ses satellites qui laissent des débris colossaux qui tournent pour très longtemps autour de notre planète, de sorte que lorsqu'on veut envoyer aujourd'hui un nouveau satellite, il faut bien viser pour éviter qu'il soit percuté par des déchets qui tournent en permanence autour de la planète. Ça vous dit l'état de nos orbites autour de la planète. Voilà. Grande question, est-ce que nous privatisons ces orbites, ce qui est en train d'advenir, ou est-ce que nous mettons des règles internationales pour en prendre soin, protéger notre espace, etc. Voilà. Et donc, de fait, la communauté internationale du XXIe siècle, à mon avis, j'espère en tout cas, sera une communauté qui se donnera elle-même des règles internationales pour gérer un certain nombre de ressources en commun. Et ça me semble fondamental. Bon, là, c'est les plus évidentes, mais on pourrait parler de la biodiversité. Exemple, lorsque l'Amazonie brûle, vous avez des méga-feux qui détruisent l'Amazonie, et que le Brésil de Bolsonaro refuse d'en prendre soin, sachant que, vous savez qu'un verre d'eau sur 5 que nous buvons dans la journée provient de la transpiration des arbres d'Amazonie. Une bouffée d'oxygène sur 5 que vous et moi respirons tous les jours provient de l'oxygène produit par les arbres d'Amazonie. Donc nous sommes, vous et moi, dans notre corps, l'Amazonie. Je suis l'Amazonie. Donc si Bolsonaro détruit l'Amazonie, il y a une partie de moi-même qui est détruite. Et de chacun d'entre nous dans cette salle. Or, il n'y a rien dans le droit international aujourd'hui qui oblige l'État du Brésil à prendre soin de l'Amazonie. Si le Brésil veut laisser l'Amazonie se transformer en savane, c'est possible. Vous voyez ? Comment fait-on aujourd'hui pour à la fois contraindre le Brésil à respecter ce commun global mondial que devrait être l'Amazonie, l'aider à le faire, parce qu'évidemment ça coûte de l'argent, tout en respectant la souveraineté de l'État brésilien. Et là, il y a quelque chose à inventer, dont nous ne disposons pas encore aujourd'hui. Troisième question, faut-il attendre d'être parfait pour faire la promotion des communs? La réponse est évidemment non, parce que des communs parfaits, ça n'existe pas non plus. J'ai mentionné tout à l'heure l'exemple de DNDi. En fait, c'est un lieu où on fait discuter des représentants de Big Pharma avec des États souverains, avec des ONG de développement et humanitaire. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est un commun pur? J'en sais rien. Mais au fond, est-ce que c'est ça la question? La question, c'est est-ce que ça rend le service dont nous avons vraiment besoin en brisant les frontières que nous avons construites au cours des dernières décennies, sinon des derniers siècles, qui sont, il y a l'État d'un côté, il y a le secteur privé de l'autre, et puis il y a la société civile en troisième lieu. Non, en fait, ces trois acteurs-là ont vocation à travailler ensemble et à inventer des règles de collaboration qui permettent de rendre les services dont nous avons besoin.
Si elles le font, elles vont dans la bonne direction. Et pour reprendre l'exemple des fonds des océans, je ne sais pas sur quoi on va aboutir. Mais si on aboutit à inventer des institutions internationales qui permettent d'en prendre soin et de les protéger sans les privatiser et les détruire, on aura réussi. Ces institutions-là, ce serait très étonnant qu'elles ne reproduisent pas, de près ou de loin, quelques-unes des 8 règles très empiriques, très pragmatiques d'Elinor Ostrom. Je serais surpris. Parce que ce qu'a fait Elinor, ce n'est pas un travail théorique, c'est regarder des centaines de cas de communautés qui ont marché, comme le bois en commun ici en Belgique, etc. Et il identifier, au fond, les règles très très élémentaires qui marchent, et que tout le monde a plus ou moins reproduites sans le savoir. Comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Donc je serais étonné qu'on ne les reproduise pas nous aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut viser des modèles parfaits de commun, parce que ça n'existe pas en réalité. Dans nos sociétés, il y a partout du commun, du tribal, du public et du privé, quoi qu'on fasse. Voilà. La question, c'est comment est-ce qu'on tord nos institutions ou on en invente de nouvelles pour rendre les services dont nous avons urgemment besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est le moment de vous laisser la parole. Donc vous avez chacune et chacun 10 minutes maximum. Donc voilà, on vous essaiera de vous faire signe quand il vous reste 2 minutes. Et entre chacune des interventions, on proposera aussi un tout petit temps de réflexion pour le public. Donc voilà, on avait prévu de commencer de nouveau par Ariane Watley, si vous êtes d'accord. 10 minutes d'un coup, ou bien vous voulez organiser un dialogue Non, c'est 10 minutes, vous avez vraiment la carte blanche. J'ai carte blanche pour 10 minutes. Alors, sans interruption. Ça, c'est passé, il faut jamais. Non, mais non. Normalement, je suis brève, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Donc, moi, je suis très heureuse d'entendre en fait que vous considérez que le travail est un bien commun. C'est un petit peu sur ça que j'avais envie de m'attarder avec vous ce soir. Je pense que je l'ai déjà brièvement abordé dans ma question. Très clairement, on vit maintenant dans une époque où on ne peut plus parler de croissance infinie, on ne peut plus estimer que le revenu des travailleurs, des travailleuses, des personnes dépend des fruits de cette croissance infinie qui serait redistribuée plus ou moins bien, d'une manière ou d'une autre, selon l'endroit où on décide de mettre les curseurs politiques. On doit basculer dans un autre modèle, puisque l'économie va et commence à fonctionner autrement. Et donc je voudrais parler à la fois de travail et à la fois parler aussi du modèle de gouvernement des entreprises. Je vais commencer par le travail. Pour moi et pour le parti que je représente ce soir, le travail, l'emploi, c'est une responsabilité collective, et à partir du moment où c'est une responsabilité collective, l'État a la responsabilité de pouvoir fournir un travail qui ait du sens. Je pourrais dire ironiquement de préférence, mais en fait, je ne vais même pas le dire, je vais dire un travail qui a du sens. Donc l'État a la responsabilité de fournir ce travail qui a du sens à ses habitantes, à ses habitants, voire aux personnes qui choisissent de venir vivre leur vie en Belgique, puisqu'on est dans le cas présent ici. Et donc, 2 mesures dont moi je voudrais parler ce soir. La première, c'est les territoires zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas du tout si vous savez, si les personnes dans la salle savent de quoi il s'agit. Mais donc ça part vraiment, je vais le résumer brièvement pour ceux qui ne savent pas, et comme ça ceux qui savent peuvent me corriger si je me suis trompée. Les territoires zéro chômeur de longue durée partent en fait du postulat que ce n'est pas la personne qui cherche un emploi qui est responsable de sa situation, mais que c'est à la société d'être capable de lui fournir un emploi. Et donc, partant de ce postulat-là, on définit une zone géographique qui pourrait même être, alors je fais un peu du freestyle parce que mes cours d'économie sont loin, mais qui pourrait sans doute être apparenté à un commun, comme on a pu le voir dans les exemples ici. Donc, créer un espace dans lequel on propose aux personnes qui n'ont pas d'emploi et qui le souhaitent d'occuper un emploi, on leur crée un emploi qui soit un emploi qui répond aux services dont la collectivité a besoin dans cette zone. Donc ce sont des expériences qui ne s'organisent pas à l'échelle de toute la Belgique, à l'échelle de tout Bruxelles. Ce sont des expériences qui peuvent essaimer au niveau des quartiers.
Et on fait une analyse prenons le quartier ici, le quartier Montgomery. Voilà, nous avons X personnes qui ne travaillent pas, qui sont demandeuses d'un emploi juste et rémunérateur. Quels sont les besoins dans la zone ici? Alors, je vais les définir de manière parfaitement arbitraire, sachant que je suis riveraine, donc je ferai aussi mon autocritique, mais je pense que c'est par exemple un quartier où il pourrait y avoir peut-être plus de personnes âgées que dans le reste de Bruxelles, et donc il y a toute une série de fonctions qui pourraient être occupées autour du soin à ces personnes âgées. Créer du lien entre les personnes, aller faire les courses, s'assurer que personne n'est isolé. Donc à partir du moment où ce besoin social existe, les territoires zéro chômage de longue durée, le principe est que l'on crée un emploi juste et rémunéré pour une personne qui n'en a pas, pour occuper une fonction qui rend service à la société. Donc voilà un peu ce qu'est l'expérience des territoires zéro chômeur de longue durée. Pour rentrer un petit peu dans le concret, sachez que c'est une expérience qui existe déjà en Wallonie. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un peu plus d'une quinzaine de territoires de zéro chômeur de longue durée qui existent sur le territoire wallon, qui ont été financés grâce à des fonds européens, et sont vraiment des expériences qui portent leurs fruits. Donc, nous, on voudrait pouvoir développer ça davantage. Alors, je vais le dire à Bruxelles parce que je suis candidate pour la région bruxelloise, mais il est évident que c'est une mesure qu'on souhaite également porter et amplifier du côté wallon. Donc ça, c'est pour moi une première vision qui fait le lien entre ce que peuvent être les communs et le travail comme la possibilité de travailler comme bien commun. La deuxième chose que je souhaiterais mettre en évidence dans ce qui, j'espère, est environ 4 à 5 minutes qui doivent me rester si mes estimations sont correctes. Voilà. C'est la réduction collective du temps de travail. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à apporter dans le cadre d'un débat sur les communs? En fait, pour deux raisons. La première raison, c'est ce qu'on en a parlé, ce dont Gaël vous avez parlé au tout début de l'exposé, c'est donc le fait qu'il y a un lien entre développement économique et progrès social. Et comme on a pu le dire, à partir du moment où il y a un frein à la croissance, on ne peut plus non plus estimer qu'il va y avoir une croissance exponentielle des besoins en termes de travail, dans le sens nombre d'heures prestées. On voit qu'il y a à l'heure actuelle clairement un découplage entre l'emploi et la productivité. Et donc, ce que le Parti socialiste défend à travers cette mesure de réduction collective du temps de travail, c'est la possibilité de pouvoir, dans un premier temps, partager le temps de travail, donc permettre à d'autres personnes d'occuper un emploi, puisqu'on prône cette réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire. Et la deuxième raison pour laquelle on prône cette mesure, je pense qu'elle trouve aussi tout son sens ici quand on parle de tous ces communs qui sont aussi des expériences citoyennes, c'est la possibilité pour les personnes de dégager du temps. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont souvent l'impression de dire « je cours tout le temps, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça ». Et mais voilà, l'idée de pouvoir dégager X heures, un jour, peut-être un peu moins, puisqu'on parle d'aller vers une réduction concertée, progressive et du temps de travail, donc, de pouvoir dégager du temps pour faire autre chose et mettre ce temps au service d'un projet personnel, au service de sa famille, au service d'un projet pour la société, je pense que c'est aussi quelque chose qui trouve tout son sens ici. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, pas besoin de micro, on pose juste 30 secondes de silence maintenant pour noter peut-être pour vous qu'est-ce qui vous a convaincu dans la prise de parole d'Ariane et qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu. Voilà, je prends juste 30 secondes. Très bien, Marie. Merci. Donc à nouveau, merci pour l'invitation ce soir, parce que ça nous permet, nous qui nous croisons quand même beaucoup ces jours-ci dans des débats, de se plonger aussi dans des réflexions peut-être un petit peu plus philosophiques aussi sur le sens de ce qu'on fait.
et sur les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans les parties qu'on représente ce soir. Et c'est pour ça que moi j'avais envie de commencer par vous expliquer en quelques points les liens que moi je fais entre cette question des communs et l'écologie politique qui est le combat dans lequel moi je m'inscris aujourd'hui. J'ai 7 points pour vous expliquer ceci, mais je vous promets, j'essaie de faire ça structuré. J'espère que ça ira. Le premier point, c'est que pour moi, vraiment, ce qui lie fondamentalement la question des biens communs à la question de l'écologie politique, c'est que comme l'écologie politique, les biens communs, ou en tout cas la manière dont on a théorisé les biens communs, c'est un peu cette troisième voie qu'on essaye d'imprimer entre une logique qui serait tout au marché, une logique de propriété privée quelque part, et une autre logique qui serait celle du tout à l'État, avec une souveraineté publique comme grand mythe fondateur. Nous, chez Ecolo, on a une vision un petit peu entre les deux de ça, qui laisse plus d'espace aux citoyens, qui laisse plus d'espace notamment à la question de la confiance. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui, pour moi, était assez intéressant dans cette question des communs, c'est que ça met en avant d'autres valeurs, et notamment celle de la confiance, celle du fait de laisser la place, de laisser prendre part. Et c'est là qu'on en vient pour moi au deuxième point, qui est vraiment la question démocratique qu'il y a au cœur de la question des communs, de la manière dont c'est organisé. Et ça me semble aussi être un élément assez fondamental à l'heure où on discute quand même beaucoup de l'acceptabilité sociale, de la transition que nous sommes en train de mener, que nous devons mener. Et ça m'amène du coup au troisième point, qui est une autre valeur fondamentale de l'écologie politique, c'est la question de l'autonomie. Moi, c'est souvent la valeur que j'utilise quand on me demande, quand je vais dans des débats dans des écoles, les jeunes me demandent souvent, mais en fait c'est quoi Ecolo, vous défendez quoi? Et moi, ma réponse première, c'est toujours celle-là, c'est de dire, nous, on défend une valeur fondamentale qui est celle de l'autonomie, et donc de dire que les pouvoirs publics sont là pour offrir des choix, pour permettre aux gens de choisir, et de choisir ce qui leur correspond. Et il me semble que dans cette manière de décider ensemble par rapport à une ressource, par rapport à quelque chose de déterminé dans l'espace ou dans le temps, il y a là quelque chose de fondamental, parce que, de nouveau, je reviens sur cette question de la confiance, c'est dire, en fait, on donne en gestion. Et je reviens sur le premier point, c'est aussi donc dire, ce n'est pas l'État qui va gérer directement, ce n'est donc pas une privatisation par l'État, d'une certaine manière, ni une privatisation par le privé, c'est faire le choix de dire le citoyen a son mot à dire, le citoyen a son espace là-dedans. Et du coup, ça me fait venir à mon quatrième point, c'est une certaine forme d'acte de résistance, à la fois par rapport au privé ou à la fois par rapport au public, dans la manière où il peut parfois lui-même donner en gestion au privé de manière volontaire. Et puis c'est aussi vraiment fondamentalement des initiatives qui sont le reflet des questions qui se posent aujourd'hui. Et les questions qui se posent aujourd'hui sont des questions qui sont au cœur de l'écologie politique, c'est des questions de démocratie, des questions de rapport au travail, de rapport au temps, comme le disait Ariane, ça c'est le mot que moi je retiens de tes 10 minutes, et aussi évidemment des questions de lien à l'environnement et de comment est-ce qu'on va continuer à survivre sur cette planète. Si on prend, je vous citerai quelques exemples tout à l'heure, mais si on prend un certain nombre de biens communs ou de communs qui sont présents à Bruxelles, eh bien on retrouve très souvent des thématiques liées au logement, à l'alimentation, à la question de l'énergie, à la question de la biodiversité, etc., etc. Et puis, 2 derniers points pour terminer sur ça, c'est, je pense vraiment, on retrouve dans ces communs, on constate que ce sont souvent des communs qui ont à cœur d'être moins impactants sur leur environnement, qui ont à cœur de protéger l'espace qui est autour d'eux, qui vont faire attention à leur consommation de CO2, par exemple, s'ils ont une activité économique, qui vont chercher à localiser, à valoriser localement, qui ont vraiment une réflexion liée à la transition écologique. Et puis, pour terminer, sur vraiment une question de création. On sent ainsi d'utiliser, ben voilà, il n'y a pas de commun parfait. Eh bien, en fait, les communs, c'est aussi une innovation, c'est un test, on essaye, on se met ensemble, on essaye de trouver les meilleures règles qui nous correspondent, et ça donne, je trouve, de l'espace à la création et à la créativité, qui est aussi un élément fondamental dans l'écologie politique. Alors, est-ce que les communs, c'est toujours chouette, et est-ce que tout est toujours super? Non. Comme dans l'écologie politique d'ailleurs, il peut y avoir des tensions. Et là, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon collègue député fédéral Samuel Cogolati, qui a fait une thèse sur cette question, et notamment sur la question du rôle des femmes dans les communs, puisque à travers les communs s'expriment aussi, les communs peuvent aussi être le reflet
de dynamique, de domination structurelle qui existe par ailleurs dans la société. Donc il mettait en évidence le fait que souvent dans les communs, eh bien, on a tendance à penser que les choses sont forcément mieux parce qu'on les gère en commun, mais en fait dans la gestion commune et collective, il y a aussi des enjeux de pouvoir, et tu y faisais aussi toi-même référence. J'essaie d'aller au plus vite. Et puis, comme c'était quand même la question qui nous était posée pour nos 10 minutes, je vais essayer quand même d'y répondre. C'est répondre à la 7e condition qui était identifiée par Elinor Ostrom, c'est la question du soutien et de la légitimité qui est apportée par les pouvoirs publics aux espaces, aux biens communs. Et pour le résumer, je pense qu'on peut aller au lieu de reprendre notre PPP qu'on connaît bien, notre partenariat public-privé, qui est une manière assez courante de gérer une partie des ressources, on pourrait aller vers un partenariat public-citoyen qui, du coup, intègre vraiment cette question des biens communs. Alors, on peut faire ça de deux manières. Il y a évidemment, bien sûr, ce qui est assez courant, c'est-à-dire de soutenir directement des initiatives qui existent déjà. On va, par exemple, donner des locaux, on va permettre l'accès à tel ou tel espace, on va donner des moyens financiers, on va soutenir de manière législative, en facilitant, en permettant que les règles soient plus souples. Mais il y a une autre manière de le faire sur laquelle j'avais envie de m'attarder une minute, c'était le fait de pouvoir vraiment changer notre regard sur les services publics. Et donc, de changer un petit peu, de transformer notre manière de considérer le service public et le rôle du citoyen dans le service public, puisqu'on a quand même, je pense qu'on peut le dire, on peut se le dire entre nous, on peut avoir parfois une consommation du service public, c'est-à-dire qu'on est en fait finalement rarement acteur du service public qui est le nôtre. Je peux prendre plein d'exemples différents, mais je pense que vous êtes, à mon avis, très très peu consulté sur, je ne sais pas moi, sur la manière dont on travaille avec l'eau en région bruxelloise ou sur la manière dont les transports en commun fonctionnent par exemple. Et pourtant, ce sont des choses qui sont essentielles dans votre vie, qui prennent sans doute une place importante et sur lesquelles vous avez certainement des choses intéressantes à dire. Et donc il me semble que là, il y a aussi matière à réflexion, je dirais surtout pour nous, à gauche, sur une manière de regarder autrement les services publics et de voir comment est-ce que ces services publics peuvent être mis en commun d'une certaine manière avec ces logiques de bien commun. Merci. De nouveau, même petit exercice. Qu'est-ce qui me convainc dans ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce qui me convainc moins? Je veux dire, qu'est-ce qui ne m'a pas convaincu? La question est peut-être plus douce. Qu'est-ce qui me convainc moins? Voilà. Christophe, c'est à vous. Merci à mes deux prédécesseuses. Ils ont mis des idées intéressantes. Pour expliquer un peu notre vision là-dessus, peut-être commencer par expliquer les engagés. Donc c'est un mouvement centriste. Et le centrisme, c'est quoi? Le centrisme, c'est, dans ma conception, c'est de se dire que dans la société, on ne va jamais essayer de choisir, quand il y a des différences d'intérêts, on ne va jamais essayer de choisir un intérêt contre un autre. Je prends toujours l'exemple de la balance. On ne va jamais essayer de choisir un plateau de la balance plutôt qu'un autre plateau de la balance. On va essayer de voir que la balance est en équilibre. On va toujours essayer de trouver l'équilibre dans la société. J'ai écrit un bouquin cet été où dans ce livre, j'explique 6 endroits où je pense que la balance est en déséquilibre et où il faut tenter de la rééquilibrer. Et je pense que je vais brosser 3 de ces enjeux qui, selon moi, fait en sorte que si on rééquilibre la balance, on pourrait aller vers une société avec plus de communs. Mais aujourd'hui, la balance est trop en déséquilibre et ne permet pas l'émergence de communs, à 3 endroits différents. Le premier enjeu que je brosse dans le livre, c'est justement la centralisation. À mon sens, on est dans une société beaucoup trop centralisée, avec une concentration des pouvoirs, une concentration de l'argent, qui ne permet pas une société apaisée, donc à mon avis qui freine aussi l'émergence de communs. On peut le voir dans le monde politique, par exemple. Je pense que la prise de décision politique est beaucoup trop centralisée et qu'il faut aller vers une prise de décision politique plus décentralisée. Et nous plaidons, par exemple, bien sûr pour des espaces délibératifs, mais d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au référendum, pour que la prise de décision sur toute une série de sujets, un peu comme un système à la votation à la Suisse,
puisse émerger où régulièrement la population s'exprime sur des vrais sujets de société. Alors évidemment, ça doit s'inscrire dans le temps. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, sinon on a des drames comme le Brexit. Mais si on fait une trajectoire pour arriver jusque-là, je pense que c'est tout à fait possible que dans 5-10 ans, en étant passé d'abord par des plus petits sujets, avec moins d'importance, et petit à petit des sujets de plus grande importance, en éduquant les élèves aussi à l'école à ce mode de réflexion, on peut arriver à un système de votation à la Suisse qui fonctionnerait bien. La décentralisation, c'est aussi à l'école. Je pense qu'on est dans un monde beaucoup trop centralisé à l'école, où les programmes sont décidés de manière trop centralisée et où en fait les acteurs de l'école ne voient plus leur école justement comme un commun, mais simplement comme une application des règles et des programmes qu'on leur impose. Moi je rêve d'une école où avec une beaucoup plus grande autonomie de ces écoles qui puissent avoir une autonomie dans leur projet pédagogique et donc aussi dans la façon de s'organiser. Si je retourne à la balance, je pense qu'on est dans un monde beaucoup trop individualiste. Et que dans ce monde occidental obèse, de manière globale, évidemment il y a des grandes inégalités, mais on est dans un monde occidental obèse, l'individualisme ne va plus fonctionner. Parce que si on veut continuer à gagner en confort, on voit bien qu'on arrive à une limite planétaire, de ressources, financières, d'endettement de nos États. On n'y va plus. Donc il faut, la seule façon dont on va pouvoir gagner du confort, parce que certains diront, ah oui, mais alors on doit en effet décroître ou s'amaigrir, pour reprendre l'exemple de l'obésité, eh bien, je pense que la solution, c'est le partage. La réponse à l'individualisme, à cette obésité, c'est pas de décroître, c'est le partage. On peut continuer à croître en confort et si on accepte de partager. C'est la révolution du le covoiturage. Oui, on va pouvoir continuer à avoir une voiture si on est prêt à la partager avec ses voisins. Oui, on va pouvoir continuer à vivre dans des magnifiques endroits, des belles maisons, si on accepte de vivre en habitat groupé, partagé et de partager certains espaces. Moi, je vis moi-même maintenant depuis l'université, d'abord en coloc, d'abord en code, puis en coloc, et puis maintenant en habitat groupé, avec une partie d'espaces intimes, personnels, qui sont confortables aussi, et une partie d'espaces partagés qui permettent à la personne humaine d'exister dans son individualité et à la fois aussi au groupe d'exister avec plein de moments communs et de règles communes. C'est l'avènement des communautés d'énergie, je pense aussi, où on va gérer ensemble une unité de production énergétique. Ça aussi, ça fait partie de ce partage. Le troisième endroit, je pense, où la balance est en déséquilibre et empêche l'émergence des communs, c'est le matérialisme. On est dans une société beaucoup trop matérialiste. Or, on voit bien, tous les indicateurs nous montrent que ce n'est pas une possession de plus qui va nous rendre plus heureux. Un jeune sur 4 déclare lui-même souffrir de troubles d'anxiété, de ne pas arriver à dormir la nuit parce qu'il a des troubles d'anxiété. Un Belge sur 10 est consommateur d'antidépresseurs. Donc on voit bien que c'est plus cette société matérialiste qui nous rend heureux. Donc il faut répondre à ça et ce à quoi nous on répond par l'humanisme. C'est-à-dire de cultiver, de protéger tout ce qui fait de nous des êtres humains. C'est évidemment la quête de sens. C'est évidemment les liens relationnels. Et on doit protéger tous ces espaces-là. Ça nous invite à changer nos indicateurs. De ne plus être uniquement sur les indicateurs de PIB, mais de changer d'indicateur pour pouvoir... Alors, on ne les a pas encore, ces indicateurs. Il y en a qui, au bout de temps, ils font des essais, mais on n'a pas... C'est sans doute la réponse à ça. C'est une multiplicité d'indicateurs. Ce n'est pas d'avoir un seul indicateur, mais d'avoir une multiplicité d'indicateurs qui prennent en compte ces éléments plus humains. Et donc, je pense que si on rééquilibre la balance à ces endroits-là, au niveau sociétal, ça permettra plus de liens entre nous, une plus grande proportion à partager les habitudes de partage, une décentralisation plus grande de nos habitudes, de nos décisions, et ça permettra l'émergence peut-être plus facile des communs. Je voudrais peut-être encore terminer par deux petites considérations. C'est que dès qu'on parle de commun, la tentation est grande de mélanger avec le public. Or, c'est pas ça. Le tout au public n'est pas la solution. Je prends un exemple, c'est le logement social. Le logement social est une catastrophe dans notre pays.
pays. La gestion de ces logements coûte extrêmement cher, ils sont en très mauvais état, il y a énormément de logements vides. Donc on voit bien un endroit où le tout au public ne fonctionne pas. L'État, quand il est seul, est un piètre gestionnaire. Et donc, dans le cas du logement, alors il y a quelques exceptions, hein, je pense pas, enfin, il y a quelques exceptions, mais je prends ici le logement. Dans le logement, quand l'État gère seul, il est un piètre gestionnaire. Et donc, je pense qu'on doit aller vers des méthodes alternatives de logement public ou de logement à loyer modéré, qui passe par le démembrement du droit de propriété, qui passe par exemple les agences immobilières sociales, où on voit que le fait de gérer ensemble avec des acteurs différents les choses permet d'arriver à des bien meilleurs résultats. Et je terminerai, Marie, parce que j'avais noté aussi PPP. Je me disais, c'est ça que cette présentation m'inspirait, en disant, en fait, partenariat public-privé, c'est le début d'un commun, mais il manque quelque chose. Il manque évidemment l'aspect citoyen. Et moi, je ne remplacerai pas l'aspect privé par citoyen, j'ajouterai le citoyen. Parce que je pense que dans notre société aujourd'hui, et peut-être que dans quelques siècles, notre conscience aussi aura évolué, on pourra aller vers des modèles peut-être un peu plus évolués. Mais pour l'instant, il faut intégrer dans notre réflexion, évidemment, le monde économique privé, qui a aussi sa place là-dedans et qui apporte aussi ses vertus, et que si on fait ça ensemble, et donc j'avais noté ici partenariat public-privé, citoyen et associatif, voilà, il faut voir un peu comment conjuguer ça. Et même 30 secondes pour vous, avec la même question. Voilà. Sans doute que vous auriez envie de poser des questions maintenant, d'intervenir. On va avoir un petit temps qui est peut-être un petit peu frustrant pour ne pas prendre les questions de tout le monde, mais on va vous faire réfléchir en plus petits groupes. Ceux qui étaient là la semaine dernière connaissent, ont déjà participé à la formule. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous mettre par 4 personnes pour, pendant 7 minutes, réfléchir à 1 ou 2 propositions que vous, citoyens, pertinentes pour qu'on puisse écouter chaque groupe. Et donc j'invite le rapporteur du groupe à se lever pour qu'on l'entende bien et à nous dire la proposition que vous avez identifiée. le public et la société dans les décisions et dans le mode de fonctionnement de toutes les sociétés de transport en commun pour éventuellement limiter les frustrations par rapport à ces sociétés et comprendre plus le fonctionnement sans vraiment arriver à quelque chose de très concret. Mais c'était plus une piste de réflexion. Okay. Impliquer davantage le public, par exemple, dans les transports en commun, dans la gestion, dans la consultation aussi du public. Enfin, le public, entendons-nous quand on parle de public, des citoyens, ceux qui utilisent les transports en commun. D'accord, merci. Le groupe suivant. Comment résumer? En fait, il y a une envie d'un contenant assez précis pour cette définition des communs. Il y a une peur que, en fait, ça devienne une espèce de mot qui passe partout et qu'on y mette un peu tout et n'importe quoi. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose qui, sans être une définition figée, puisse être une idée, qui puisse être pédagogiquement amenée vers le grand public, d'une manière sexy, et qu'on sache de quoi on parle quand on parle de ça. Donc, il y a une dimension pédagogique, mais aussi peut-être une dimension juridique, de donner un support juridique, parce qu'effectivement, moi qui connais les gens qui ont fait le bois commun, ils ont galéré pour arriver à la bonne forme. Dans la jungle juridique, et qu'il y ait un espèce de service public de soutien juridique à cette notion-là qui, du coup, aurait une existence. D'accord. Donc, on pourrait dire créer un statut juridique des communs plus
développer une éducation au commun. C'est ça? D'accord, merci. Le groupe suivant, revenant vers nous. Oui, nous on s'est interrogé sur la problématique des politiciens que nous ressentons comme méfiants par rapport à la participation citoyenne. Et donc on a cherché comment est-ce qu'on pourrait encourager, voire si besoin forcer les politiciens à tenir compte de cette intelligence collective qu'on retrouve parmi tous les membres de la société, plutôt que de se méfier d'eux. Et une des pistes, c'était d'obliger tous les cénacles, organes, conseils, collèges à intégrer des citoyens tirés au sort qui puissent, si pas voter ou prendre des décisions, parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple, mais pourquoi pas, on pourrait réfléchir dans ce sens-là aussi, mais au moins participer activement au débat, poser toutes les questions et faire des propositions. Donc voilà, pourquoi pas avoir autour de la table, dans le collège du bourgmestre Échevin, 2 ou 3 sièges qui sont réservés à des citoyens tirés au sort, la même chose dans les parlements nationaux, régionaux, communautaires et tout. Avoir partout donc cette place visible pour les citoyens qui participent à armes égales avec les politiciens élus. Ok, donc intégrer davantage des citoyens par le tirage au sort dans les assemblées délibératives aux différents niveaux de pouvoir. Hein, c'est ça. Le groupe qui est tout à l'avant. Alors, le groupe qui est tout à l'avant, il n'a pas eu le temps. Mettez-vous debout peut-être. Alors, comme je suis très grand, je vais dominer. Ouais, on va vous attendre encore mieux, j'en ai l'expérience aussi. On n'a pas eu le temps réellement d'essayer de faire un travail collectif, alors je vais essayer d'être bref, mais de relater les 4, ça répond pas à votre question. Juste choisissez-en un, alors arbitrairement, choisissez-en un arbitrairement parce que 4 ça va être trop. Le 3e par exemple. Ça c'est bien. C'est mieux, c'est mieux. C'est un bon choix. Ok, c'est un bon choix, tant mieux. Dans la mesure où effectivement, ça revient à se poser la question, quand on parle des communs, on a parlé des fonds de l'océan, des choses qui sont internationales, qui sont grandes, qui sont importantes, mais on a également eu des échos de projets locaux. Alors on est dans le fameux discussion Think Global, Act Local, mais comment est-ce qu'on intègre réellement ces deux? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est plus sous forme de question, donc comment intégrer à la fois les communs locaux, sachant que ces communs locaux font partie d'un commun global aussi. C'est ça. Ok. On va partir tout au fond, là, le groupe du fond, derrière les portes. Ne vous disputez pas. Je peux te demander de te mettre debout, Alain, oui. L'idée du groupe était peut-être d'essayer de voir si les spécialistes, tous les domaines, dans tous les pays, pouvaient essayer de réaliser une sorte de cadastre mondial de tous les communs envisageables. Okay. Parce que l'air, l'eau, la forêt, ça tombe rapidement sous le sens. Il y a peut-être des milliers d'autres applications envisageables. Ok, un cadastre mondial de tous les communs possibles. Merci. Les voisins du groupe du fond. Oui, nous on a parlé de pas mal de choses, mais entre autres du fait d'avoir un espace comme ici ce soir, un espace de dialogue, de rencontre entre citoyens pour se nourrir des idées. Okay. Favoriser des espaces de rencontre et de délibération. Des sortes de forums. Merci. On a aussi parlé de beaucoup de choses, mais on a revenu sur le référendum. C'est de plus se contenter de la consultation au niveau local, mais de vraiment oser le référendum, mais au niveau local, sur des sujets très concrets, de ressources qu'on partage sur une commune ou sur un territoire. Comment okay. on entendra. Développer le référendum au niveau local. Merci. Alors, j'ai le sentiment qu'on voulait un peu mieux définir la place des communs entre le public et le privé. Donc on a notamment parlé des ASBL, des coopératives, comme choses qui représentant éventuellement déjà des communs et ayant l'avantage d'être déjà définis juridiquement.
Alors également, on a abordé le problème de la... Vous avez une proposition. Donc, oui, une proposition. C'est pas faire un résumé de votre... Le caractère lucratif ou non lucratif, je crois qu'on n'a pas décidé si c'était... On a posé le problème. Et ensuite, on a, de manière un peu ludique, parlé de la forêt de soigne, qui est divisée entre 3 régions, et qui nous semble être, en tant que forêt, avec tous les problèmes politiques que ça posait, que ça a pu poser, un exemple de commun futur. Ok, on retient cette proposition que la forêt de soigne soit développée davantage en commun avec cette circonstance particulière qu'il appartient à trois régions différentes aussi. Et avec le constat que le Carrefour Léonard est en forêt de soigne. Alors le Carrefour Léonard, c'est d'accord, le groupe de l'avant ici. Nous, on a esquissé un projet pour une école qui éduque à la création et à l'entretien du bien commun. Et on voyait là-dedans comme axe, mais d'abord que ce soit vraiment que la partie expérimentation, donc dans le fonctionnement même de cette école, soit très présente. On a parlé apprentissage de la gestion des conflits, mais dans le modèle de fonctionnement, sortir du modèle compétitif et entrer dans un modèle coopératif entre apprenants et enseignants. Éducation à la participation, que donc on apprenne à contribuer au projet commun en fonction des possibilités de chacun, et ouverture à des acteurs non traditionnels, donc les citoyens, pas seulement le petit monde de l'école. Donc, réformer l'école dans le sens de davantage d'éducation à la collaboration et à l'expérimentation de la gestion en commun aussi, et ouvrir les écoles aussi à d'autres personnes que strictement les enseignants aussi. Même comme critère fondamental de cette réforme de l'école, c'est d'accord, comme le critère bien commun. Ok, merci. Ok. Voilà, du côté gauche pour moi, mais droite pour vous, oui. Étienne, donc nous avions une idée très locale. C'est parce qu'on est toujours habitué à poser des panneaux solaires pour soi, pour sa propre maison, pour faire des économies pour soi. On pense moins à le faire avec son voisin et partager, je dirais, l'économie et l'investissement qu'on fait sur son toit avec son voisin le plus direct. D'accord. Favoriser le partage d'énergie produite localement ou de manière... Et on pensait évidemment, parce qu'à Bruxelles, c'est des panneaux solaires, on ne pense pas à des grandes éoliennes, etc. Et donc on a vraiment toutes des petites maisons, l'une à côté des autres, comme par exemple dans le quartier Montgomery ou du coup ici. D'accord. Merci. Oui. Alors nous, on a parlé de choses qui ont déjà été évoquées. Donc aussi par rapport à l'école, on est vraiment parti de ça en disant qu'il fallait d'abord, pour que le système soit plus démocratique, justement instaurer plus de démocratie à l'école pour déjà, dès le départ, enseigner justement comment parler des communs, comment construire quelque chose par rapport aux communs à l'école. Et après, on a aussi parlé du tirage au sort, en disant que ça pourrait vraiment être une solution, que ce soit au niveau même communal, mais peut-être même globalement au niveau national. Et voilà. D'accord, donc c'est renforcer aussi déjà la proposition de mettre des citoyens tirés au sort dans les assemblées, et puis, très important, l'apprentissage aussi du commun et de la démocratie à l'école. Et enfin, le dernier groupe. Oui, on est deux à revenir. Pour rebondir sur la question de l'éducation, nous on avait une enseignante qui vient de s'échapper en temps, qui disait que ce programme commun que l'État impose dans les écoles ne porte justement pas toujours ses fruits, et que du coup, on venait sur votre point, c'est-à-dire celui d'encourager les projets pédagogiques individuels par école, par besoin, par quartier. Mais alors la question c'est de comment, tout en encourageant ces projets individuels et pédagogiques créatifs, garantir une harmonisation quand même tout de même entre les écoles et une qualité qui fait en sorte que les citoyens... Aussi, donc éviter le danger peut-être que ça crée, que le fait de renforcer l'autonomie de chaque établissement ne crée des déséquilibres aussi entre les établissements, c'est ça? Oui.
D'accord. Donc ça c'est peut-être un petit point d'attention qu'on peut noter par rapport à la question de l'école que vous avez travaillé aussi. Juste une deuxième proposition alors. Oui, pour rebondir à ce que vous avez dit, trouver des fonctions, par exemple, vous disiez à Réagne, de trouver d'occuper les personnes qui n'ont pas de chômage, et donc trouver des fonctions en fait pour que des personnes qui puissent trouver, aller chercher les compétences, qu'on établisse quel genre de profils sont utiles, et d'aller trouver les personnes pour créer de nouveaux emplois, de nouvelles fonctions en fonction des besoins. Voilà, d'accord. Essayer de faire matcher les besoins et les compétences aussi, un petit peu. Quitte à enseigner ou former aussi les gens aux besoins identifiés sur un territoire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Simon Pierre qui tient encore le marqueur. Merci pour votre participation. Donc maintenant, on va laisser réagir nos intervenants et intervenantes, donc en commençant par les candidats et candidates, et puis en laissant aussi la parole à Gaël Giraud pour donner aussi son avis sur ces propositions. Vous avez 3 minutes par personne pour réagir, donc essayez de cibler l'une ou l'autre proposition qui vous paraît particulièrement intéressante, ou au contraire, vous pourriez être opposé à l'une ou l'autre. Donc voilà, essayez de cibler, elles sont là devant vous, et je propose qu'on commence cette fois-ci par Christophe dans le sens inverse. Merci d'abord, c'est très riche. C'est très riche. Mais je pense qu'en effet, sur la question du statut juridique et d'un guichet unique qui pourrait aider à donner les outils pour les gens qui voudraient créer un commun ou qui voudraient s'engager sur cette voie. Je pense que ça, c'est en effet un endroit où l'État peut quelque part amorcer la pompe. Parce qu'il a aujourd'hui les ressources et la possibilité de le faire, donc ça me semble très intéressant. Sur l'école et la question de savoir comment quand même arriver à un niveau équivalent, ou en tous les cas, je comprends l'idée, je pense que c'est tout à fait possible, c'est-à-dire on pourrait avoir des tests communs à passer évidemment, et puis plus de liberté sur comment atteindre un niveau qui permet de passer ces tests. Je pense aussi qu'on doit peut-être accepter aussi une certaine diversité, même dans le résultat, c'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir des élèves qui seront très bons dans certaines écoles seront meilleurs dans une matière que dans d'autres, ou dans certains, voilà. Donc je pense qu'on ne doit pas essayer de non plus toujours chercher exactement l'égalité entre tout le monde. Moi, je suis plutôt, c'est un des enjeux que je traite dans mon livre aussi, c'est de dire, en fait, on est dans une société qui cherche beaucoup trop l'égalité, et face à ça, je mets l'équité, qui n'est pas tout à fait la même chose, et la nuance est importante. Je regarde juste, mais sur le référendum, je rejoins ce qui a été dit par le groupe. Il faut évidemment commencer par du très local, du très concret, avant d'imaginer le système de votation à la Suisse. Pour moi, c'est quelque chose sur le long terme et qui n'est pas parfait non plus. Mais on doit évidemment commencer par du très concret, du très local pour avancer dans ce sens-là. Les citoyens tirés au sort dans les organes démocratiques actuels, je pense en effet que c'est indispensable. J'imagine que beaucoup ont lu ou ont eu écho du livre Contre les élections de David Van Riebeeck, et je pense qu'il y a vraiment des éléments là-dedans, on doit aller dans ce sens-là. Il faut toujours avoir une démocratie délibérative, représentative, mais il va falloir l'équilibrer aussi avec des chambres citoyennes, ça j'en suis très conscient, très convaincu. Et je dirais encore une chose qui est importante, c'est d'avoir aussi en politique des citoyens, des personnes qui sont très citoyens par ailleurs. C'est-à-dire que moi j'encourage vraiment les femmes et les hommes politiques à avoir un métier à côté de la politique, et que la politique ne devienne pas un métier, mais plutôt un engagement qu'on prend, limité dans le temps,
limiter aussi. C'est bien d'avoir des politiques aussi qui ont en même temps un métier à côté. Alors c'est pas toujours possible, tous les métiers ne le permettent pas et tous les engagements politiques ne le permettent pas, mais au maximum avoir cette porosité entre les deux. C'est trop long. Ça va. Allez, en rapide. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Christophe sur la question d'avoir un autre métier en même temps. Je pense qu'on peut du coup limiter les mandats dans le temps et du coup avoir un boulot avant, un boulot après. Et donc, du coup, la carrière politique ne soit pas une carrière, mais soit un engagement qui du coup est limité dans le temps tout en ayant une expérience par ailleurs dans la société. Mais je vais rester sur cette question de la participation citoyenne et je vais juste vous citer quelques trucs qu'on a fait à Bruxelles, parce qu'en fait je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit sur ces questions-là. On constate aussi une méfiance par rapport à la consultation citoyenne, par rapport au fait d'intégrer les citoyens directement dans la délibération. Et nous, on l'a beaucoup vu quand on a commencé à mettre en place les commissions mixtes au Parlement bruxellois. Alors je fais un petit cocorico parce que c'est une première mondiale qui est arrivée au Parlement bruxellois. On a pour la première fois des commissions qui réunissent à la fois des parlementaires et des citoyens qui sont tirés au sort, avec un double tirage au sort pour assurer une représentativité qui colle à Bruxelles. Et ce sont donc des commissions qui vont faire des recommandations qui sont ensuite transmises au gouvernement. Le gouvernement a l'obligation de venir faire rapport de ce qu'il a fait ou pas, et ça repasse par le chemin traditionnel du Parlement. Ce qui permet vraiment d'avoir des choses qui sont liées, et non pas d'avoir un organe, je dirais, de consultation citoyenne qui est complètement délié par ailleurs des espaces de décision politique institutionnelle dont on a l'habitude. On a aussi fait un autre truc très très chouette qui est l'Assemblée citoyenne permanente pour le climat, qui à nouveau aussi en région bruxelloise, ça s'était un peu inspiré de la Convention citoyenne de Macron, comme on l'a appelé, mais ici avec un aspect permanent, puisqu'elle se réunit chaque année. Il y a à chaque fois un comité d'accompagnement qui est composé par la cohorte de l'année précédente, et donc qui permet du coup d'avoir un suivi sur les recommandations, avec de nouveau une obligation pour le gouvernement de faire rapport, d'abord une première fois, et puis une fois, je pense dans les 6 mois ou dans l'année qui suit, pour voir ce qui a été mis en place ou pas par les citoyens. Et puis pour faire un petit point sur le niveau local, comme on le pointait aussi, c'est aussi vraiment ce qu'on met en place avec le budget participatif. On en parlait tout à l'heure dans un des exemples qui étaient donnés. Nous, là où on a la compétence dans les communes où on a beaucoup mis ça en évidence. Je pense à Etterbeek notamment, puisqu'on est tout près. Il y a un budget participatif à Etterbeek, à Forêt, à Watermal-Boisfort, etc., qui permet du coup aux citoyens de se saisir d'une ressource commune, le budget, et puis de définir collectivement du coup des projets qui sont importants pour ça. Dernier point, puis c'est promis, j'arrête, sur la question de l'énergie pour aller sur tout à fait autre chose. Un autre truc qu'on a fait aussi, c'est que dans la nouvelle ordonnance gaz et électricité en région bruxelloise, on a créé un statut spécifique pour les communautés d'énergie. C'était pour répondre à la question quelque part par là, je crois. Voilà, c'était vous, c'était le groupe là-bas. Ça permet de donner un cadre juridique en fait à cette volonté des citoyens, mais aussi des écoles, de coopératives, de produire ensemble et puis de consommer ensemble, et pas toujours de produire à l'endroit, pas toujours de consommer à l'endroit où on produit, quoi, par exemple. Voilà, ça aussi un enjeu important dans la relocalisation de la production d'énergie proche de là où elle est consommée. Voilà, un truc comme ça. Merci, mais je vais rebondir directement sur ce que tu as dit en fait, Marie, sur l'énergie, puisque c'est aussi le sujet que je voulais aborder quand vous avez pris l'exemple de pouvoir mutualiser une forme de production d'énergie avec vos voisins et l'installation de panneaux solaires. Parce que c'est quelque chose que de notre côté on voudrait pouvoir approfondir et y intégrer également une dimension publique, parce que je pense qu'à l'heure actuelle la plupart des personnes qui ont la possibilité d'installer des panneaux solaires, et je l'ai fait chez moi aussi, sont des personnes qui ont accès au capital. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a toute une série de personnes qui ne sont pas en position de le faire. Bruxelles, c'est une région de locataires. Il y a 60% de locataires à Bruxelles. Tous les propriétaires n'ont pas le souhait, pour des raisons bonnes ou mauvaises, d'installer des panneaux solaires sur un logement qu'ils louent. C'est la même chose dans le cadre d'immeubles à appartements, ça peut être compliqué. Et on a parlé tout à l'heure de logement social. Évidemment, les locataires dans les logements sociaux n'ont pas non plus la possibilité de pouvoir de leur plein gré installer des panneaux solaires sur le toit de leur logement. Et donc nous, on pense qu'il y a à ce niveau-là un rôle à jouer pour l'État. Et je trouve que c'est intéressant ici de ramener la notion d'État,
dans la discussion sur les communs, parce que ça permet de ne pas avoir une discussion où les personnes qui sont détentrices du capital peuvent instaurer un fonctionnement commun en excluant volontairement ou involontairement un autre groupe de personnes. Et donc une des mesures que je défends et que le Parti socialiste que je représente ici défend, c'est la mise en place d'un producteur et fournisseur d'énergie public et citoyen. Les deux adjectifs sont vraiment très importants et je vous invite à aller vérifier que c'est effectivement la terminologie que nous proposons et qui permettrait justement donc de faire fonctionner en groupe à la fois des individus privés, entre guillemets, ou en tout cas propriétaires de leur logement, des locataires sociaux et par ailleurs également le secteur public. Il y a toute une série d'administrations, de bâtiments qui sont occupés, pleine propriété ou dont l'administration peut être locataire, sur lesquels on peut également par exemple installer des panneaux solaires. Et dans ce cadre-là, il y aurait une production d'énergie qui serait mutualisée, mais il y aurait aussi une forme de redistribution, ce qui nous semble particulièrement important. Alors, il ne reste sans doute pas beaucoup de temps, mais je vais quand même prendre 20 secondes pour dire que, évidemment, il faut plus de participation citoyenne. L'échelle locale est sans doute la meilleure échelle pour faire des expérimentations, en tout cas avec des formes de référendum. Et je pense en effet qu'au niveau du Parlement bruxellois, il y a eu des belles expérimentations qui ont fait l'objet aussi de reconnaissance au niveau international. Et on oublie parfois à Bruxelles d'être fiers, et donc je pense que nous pouvons en être fiers. Voilà. Merci, c'est extrêmement riche, donc j'ai du mal à choisir. Je vais prendre juste 3 points, peut-être pour ouvrir encore un tout petit peu, même si c'est déjà très ouvert. Le premier, l'un d'entre vous a parlé de démantèlement de la propriété privée, et c'est également un aspect qu'on n'a pas abordé ce soir, qui je crois est très intéressant. Très rapidement, la propriété privée, telle que les juristes romains l'ont comprise, c'est 3 choses. Usus, le droit d'usage, fructus, le droit de revendre pour en tirer un profit, et abusus, le droit de détruire. Donc si j'ai une tronçonneuse chez moi, je peux l'utiliser, je peux la détruire et je peux la revendre. À ce moment-là, j'ai les 3 composantes. Une des manières de faire du commun, c'est de choisir une des 3 composantes et pas les autres. Par exemple, les trottinettes, qui sont dangereuses, ça c'est un autre sujet. Je loue pendant quelques instants le droit d'user de la trottinette. Je n'ai pas le droit de la casser en principe. Donc il y a des Parisiens qui les jettent dans la Seine. C'est des Parisiens. Et je n'ai pas le droit de la revendre parce que j'en suis pas le propriétaire plénier. Et donc ça ouvre un espace à un nouvel imaginaire industriel dans lequel nos entreprises privées ne nous vendent plus des objets, mais elles nous vendent des services que ces objets nous rendent. C'est une nouvelle économie dans laquelle en fait il y a du commun à la faveur du démantèlement de l'une des branches des 3 composantes de la propriété privée. Deuxième point que je voudrais mentionner, c'est ce qui a été dit, à mon avis, très justement par Ariane, autour des territoires zéro chômeur. Sachez qu'en France, c'est un énorme succès, qui n'est malheureusement pas exploité par le gouvernement, mais c'est un vrai succès. Je ne sais pas pour la Belgique. Ça pose une vraie question qui a été posée un tout petit peu dans ce groupe-là, qui est comment est-ce qu'on va plus loin que les chômeurs longue durée, et comment est-ce qu'on ajuste les compétences de personnes qui sont au chômage, pas forcément de longue durée, avec les besoins d'une société. Il y a une proposition qui a été faite, ce qui est une manière de traiter le travail comme un commun. Une proposition qui a été discutée dans certains cercles, qui est pourquoi l'État ne proposerait pas de la formation professionnelle pour un certain nombre de chômeurs en répondant aux besoins des entreprises privées. Donc ce n'est pas l'État qui va inventer lui-même comment former les personnes qui sont au chômage pour répondre à nos besoins. Il demande aux entreprises, vous avez besoin de quoi? Alors, par exemple, aujourd'hui, les entreprises du bâtiment ont besoin d'ouvriers qualifiés pour faire la rénovation thermique des bâtiments, dont on sait qu'elle est indispensable à la transition énergétique. On n'a pas assez d'ouvriers qualifiés en Europe pour faire ça, en tout cas en Europe occidentale. Donc on a besoin d'une armada d'ouvriers qualifiés pour faire ça. Donc l'État dit, bon, vous avez besoin de ça, ok, moi je finance la filière d'apprentissage, et tout chômeur qui aura suivi cette filière d'apprentissage jusqu'au bout sera embauché par vous. Vous engagez les embaucher. Et comme vous en avez besoin, ce n'est pas un engagement très coûteux pour vous.
Ce type, alors ça c'est un partenariat privé, public, citoyen, orienté vers le chemin, et qui au fond traite le travail comme un commun. Voilà. Puis troisième point, on n'en a pas du tout parlé, ce sont les monnaies complémentaires. Tous nos projets de commun, souvent, en tout cas c'est mon expérience, se heurtent à un problème de financement. Et alors évidemment, on va tous voir l'État en disant est-ce que vous pouvez nous financer un petit peu? Bon. Il y a quand même une alternative qui est de créer une monnaie complémentaire. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, surtout qu'avec ces merveilleux petits objets, aujourd'hui, ça devient très facile techniquement. Là où c'est moins facile, c'est de faire en sorte que cette monnaie complémentaire dure dans la durée, parce que ça suppose en fait une communauté de gens qui l'utilisent. Alors oui, une monnaie complémentaire, on pourrait en créer une autour de Montgomery, qui ferait que toutes les épiceries solidaires et écologiques qui sont très nombreuses à Montgomery, elles accepteraient toutes cette, je fais un peu d'ironie, elles accepteraient toute cette monnaie complémentaire et on pourrait s'acheter des produits locaux bio à Montgomery grâce à cette monnaie complémentaire. Pour que ça dure et que ça tienne dans la durée, il y a une option qui est de nouveau un exemple de partenariat privé-public citoyen, qui est, vous demandez à la municipalité de payer une partie des salaires des fonctionnaires locaux qui sont d'accord avec ça, il faut que ce soit sur une base de volontariat, dans cette monnaie locale. Ils vont s'acheter ce dont ils ont besoin à l'épicerie locale bio circuit court de Montgomery, laquelle peut payer une partie de ses impôts locaux dans cette monnaie. Ce qui fait que la monnaie fait le cercle, elle sort des caisses de la municipalité, elle circule dans notre société civile et elle réintègre la caisse de la municipalité au moment où on paye nos impôts locaux. Et ceci toujours sur la base du volontariat, parce que dans un premier temps, on ne peut évidemment pas l'imposer. Ça permet de donner à la monnaie complémentaire les clés de la vie éternelle, aussi éternelle en tout cas que la municipalité. Et ça, c'est un vrai partenariat privé-public-citoyen en faveur d'initiatives qui vont permettre de financer les communs dans la société civile. Voilà. Je crois que ça mérite un applaudissement pour toutes les interventions qu'on a entendues. La soirée n'est pas tout à fait finie. Après ces applaudissements, on vous propose de nouveau de reprendre une minute de silence, un peu pour faire la relecture de ce que vous avez entendu, vécu ce soir, et se dire avec quoi est-ce que je repars, avec quelles idées, avec quelle volonté, avec peut-être quel désir de m'engager moi aussi comme citoyen. On a fait nos propositions politiques, mais et moi-même aussi, comment est-ce que je peux m'engager à favoriser aussi davantage des gestions en commun dans mon environnement, autour de moi. Et puis aussi, pour la minute de silence pour le candidat de ce soir, nous vous proposons de relever une chose qui vous a particulièrement touché dans ce qu'a dit un autre candidat. Donc, par elle, par les citoyens, mais ce qu'a dit un de vous trois, par vous-même a priori, et qui contribue, selon vous, à la recherche du bien commun. Quelque chose qui vous a touché, que vous avez entendu chez l'autre candidat et qui contribue à la recherche du bien commun. Voilà, une petite minute. Voilà. Alors je propose cette fois-ci de commencer par Marie Lecotte. Quelque chose qui vous a touché chez l'un ou l'une de vos collègues. Merci. Bon, d'abord, vous dire que c'est très agréable de débattre comme ça. Ça change, on n'a pas vraiment l'habitude. Mais c'est vraiment très gai pour nous aussi et d'apprendre aussi tellement de choses. Peut-être moi, un élément qui m'a touchée, c'était dans la dernière intervention d'Ariane sur la question de l'exclusion. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu un peu éloignée des communs, je dois bien avouer, parce que dans mon schéma mental, j'ai souvent eu tendance à percevoir ça comme, en effet, de par l'adhésion volontaire en fait aussi au projet, un espace où se réunissaient des gens qui en fait se ressemblaient quand même très fort pour définir le futur d'une ressource qu'ils possèdent en fait, ou plus ou moins, ou en tout cas à qui on donne les clés. Et donc j'ai toujours trouvé que c'était des espaces qui pouvaient potentiellement être en fait assez excluants et qui du coup ne collent pas avec ma vision de la politique et justement du bien commun. Et donc en ce sens je trouve que réfléchir à comment les communs peuvent être une réponse justement aux questions d'exclusion, comme sur la question du travail ou sur la question du logement et de la production d'énergie et de la consommation d'énergie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental en effet. Merci. Oui.
Mais effectivement, à mon tour de vous remercier, c'est vrai que c'est rare qu'on puisse avoir une soirée de débat avec une telle bienveillance. Donc vraiment, merci, ça fait du bien. Et merci aux collègues aussi, du coup. À fond. Voilà, c'est très agréable. Mais moi, ce que j'ai relevé, c'était chez toi, Marie, le fait que tu nous expliques que le fait de réfléchir au commun, à s'interroger sur les communs, nous force aussi à nous poser des questions sur le fonctionnement de notre démocratie. Je pense que c'est très important. On va nous voter le 9 juin. Gaël me rappelait qu'on allait bientôt voter en Inde. On va voter bientôt aux États-Unis. Je pense qu'on arrive à une époque de bouleversement et c'est important qu'on ne perde jamais ce questionnement sur ce que c'est notre démocratie, comment la faire fonctionner, parce qu'on des temps sans doute assez sombres s'annoncent. Je ne pense pas en Belgique francophone, on a beaucoup de chance.